Bonjour à tous et bienvenue à ce première impression consacrée à Avatar de feu et de cendres, l'événement de cette fin d'année, le troisième volet après le premier Avatar, 2,9 milliards de dollars de recettes à travers le monde. Le deuxième Avatar, La Voix de l'eau, 2,3 milliards de recettes à travers le monde. On va en discuter, mais je ne suis évidemment pas tout seul. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont un peu aimé, pas du tout. On va voir qui quoi. Chloé de Losserré est avec nous, Édouard Roscoe, et de l'autre côté, dans la partie peut-être plus procureur, les méchants, Gaël Golen et Thomas Borez. Bonjour à toutes et à tous. Waouh. Avant de voir la bande-annonce, je voudrais vous demander à chacun de résumer en un mot ou une phrase ce que vous avez ressenti en sortant du film. Chloé, à toi. Moi, j'ai passé 3 heures, parce que le film dure vraiment 3h15. J'ai passé 3h15 de pur spectacle, avec quelques moments d'ennui, mais quand même très très divertissant. Édouard. Moi, je dirais tout simplement, est-ce qu'on se lasse d'un coucher de soleil ? Voilà. Alors là, allez-y les gars, allez-y. Thomas. Moi, c'était un trop long séjour sur Pandora. J'ai vu beaucoup de gens qui ne savaient pas où ils allaient, et moi non plus, du coup, en tant que spectateur. Gaël. Thierry, tu me connais, je respecte les règles. Non, je respecte les règles. Un mot, déception. Bande-annonce. This is the only pure thing in this world. The fire came from the mountain, burned our forest. My people cried for help. But Eva did not come. This world goes much deeper than you imagine. Protect your sisters. Yes, sir. Stay under cover. What does Dad always say? Sully stick together. No, the other one. Sully never quits. That's right. Sully's never quit. How do you still live? What if every human being on Earth could live here without a mask? Then the Na'vi people will be gone. Whoa. You want to spread your fire across the world. You need me. We must fight! I call upon the warrior mother. I'll kill you! I swear! C'était donc la bande-annonce de ce troisième volet d'Avatar. Alors avant qu'il y ait des vraies engueulades, il est temps de recentrer le débat. Édouard, est-ce que pour celui qui a oublié les précédents voyages sur Pandora, tu peux nous résumer une partie de l'intrigue de ce troisième volet ? Bien sûr. Alors, s'il y avait un grand saut dans le temps entre Avatar 1 et Avatar 2, Avatar 3, donc de feu et de cendres, est dans la continuité de La Voix de l'eau. On retrouve la famille de Jake après le décès de leur fils aîné dans le volet précédent. Et donc les conséquences de ce deuil. Et en parallèle, toujours cette traque du colonel Quaritch qui veut à tout prix mener sa vengeance contre Jake qu'il avait trahi dans le premier film. Et donc on suit leurs nouvelles aventures avec un nouveau peuple aussi qui est dévoilé, le peuple des cendres,
menée par la méchante Varang, qui porte le film un peu sur ses épaules, interprétée par Oona Chaplin. Voilà, donc un nouveau film avec des enjeux très forts et une nouvelle découverte encore plus approfondie de Pandora. Alors pour avoir vos impressions, comme dans ce magnifique magazine, avec l'interview réalisée par le non moins magnifique Gaël, j'ai lu James Cameron qui, moi, m'a expliqué dans cette interview que ce qui a tout changé, c'est qu'il a pu se concentrer là, sur le récit, que le défi était de fabriquer une émotion. Alors, est-ce que ça marche pour vous ? Est-ce que vous êtes... On parlera plus tard vraiment de l'aspect grand spectacle, effets spéciaux, mais est-ce que ça marche au niveau de l'histoire ? Est-ce qu'on est pris ? Est-ce qu'on est emporté ? Chloé, est-ce que ça a marché sur toi ? Oui, parce que justement, c'est moi la première impression que j'ai eue en sortant de la séance, c'est que on avait complètement changé dans le schéma narratif par rapport au premier et au second. Et au deuxième, du coup. Parce que, justement, là, on n'est pas dans ce schéma narratif qui veut qu'on rencontre un peuple, puis on s'adapte, puis il y a un problème. Là, je trouve que, justement, on est tout de suite immédiat res dans une suite du second. Et donc, on a déjà, quand on rencontre le peuple de Sand, du coup, qui va venir être la perturbation, ça va être dans un momentum qui est tout à fait différent que quand on rencontre le peuple de l'eau dans le second. Donc pour moi, c'était une réussite, un changement par rapport au précédent. Moi, j'ai entendu des mauvaises langues dire, mais est-ce qu'il faut écouter les mauvaises langues ? T'as vu le 2 ? T'as vu le 3 déjà. Est-ce que c'est toi, Thomas dans cette... Non, alors le problème, c'est que ce qu'on avait avec le 1 et le 2, moi, en général, c'est vraiment pas, puisqu'on parle du scénario, ce qui me plaît le plus dans Avatar. J'avais même trouvé vraiment le 1 tarte, Avatar, voilà, je me permets. Le petit jeu de mots. Le petit jeu de mots qui va bien. Et qui est gratuit. Et qui est gratuit, qui n'est pas surfacturé. C'est-à-dire que oui, la planète est en danger, il y a les méchants, il y a les gentils, c'est vraiment très, très, très balisé. Donc en termes de récit, moi j'ai un petit problème parce que tu parles effectivement que par rapport aux deux, d'autres enjeux se font jour. Moi, très honnêtement, les enjeux ne sont pas suffisamment saillants, même psychologiquement, pour que ça m'intéresse. Après, ce qui est vrai avec James Cameron, et ça a été ça dans toute sa filmographie, c'est quand même des personnes qui découvrent un nouvel espace, qui découvrent un monde, et on est avec eux et on est sidéré par la découverte de ce monde. Moi, je trouve que là, ce qui se passe avec le troisième, c'est qu'il n'y a aucune découverte. Moi, j'étais persuadé que, vu le titre du film, après l'eau, j'allais avoir le feu, et donc un embrasement permanent, et donc vraiment une découverte là-dessus, un délire pyrotechnique, et je me retrouve dans le même espace que le précédent, et un peu dans une espèce de narration totalement à l'arrêt. C'est-à-dire que intermezzo, un peu de Keshish, je sais pas, c'était le faux numéro 2, c'est-à-dire que là, d'un coup, les personnages s'arrêtaient, on les suivait dans un même espace-temps. Et j'ai eu un peu ce sentiment avec Avatar. Alors, encore une fois, pour conclure, comme c'est pas moi ce qui m'intéresse réellement, les enjeux psychologiques et dramatiques, j'ai été un peu ennuyeux. Mais ça, Edouard, toi, t'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Tu n'as pas vu voilà. Pas du tout. En fait, c'est un peu comme le colonel Quaritch qui n'arrive toujours pas à comprendre la beauté de Pandora et l'intérêt de voilà. Et donc à un moment, d'ailleurs Jack dans le film lui dit « Tu as de nouveaux yeux, utilise-les pour voir, je te vois », comme on dit en avis. Il y a des gens qui ont du mal à voir, mais c'est pas grave. C'est pour ça que James Cameron est obligé de répéter, un peu comme les rapports du GIEC qui nous répètent tous les ans l'urgence climatique. James Cameron martèle son message anticolonialiste, écologique, et voilà, le cinéma se répète, les westerns se répètent, les films de super-héros se répètent, on a des schémas narratifs qui sont un peu redondants, certes, mais quand le spectacle visuel est associé à ce scénario, on s'assoit et on kiffe. On va passer au spectacle visuel, mais je voulais t'entendre sur le récit. Il y a deux choses que je trouve intéressantes. C'est d'abord quand même que Chloé, qui donc est dans le camp du bien, a commencé par dire spectaculaire, avec un peu d'ennui, mais spectaculaire.
Donc, pardon, hein, mais moi, il y a eu beaucoup d'ennuis et surtout, et je rejoins Thomas là-dessus, c'est que les 2 premiers Avatars étaient fondés sur deux éléments de sidération qui étaient effectivement la découverte d'univers qu'on ne connaissait pas, la forêt dans le premier et le peuple de l'eau dans le deuxième, et surtout un effet de sidération technologique. Or, et ça il le dit effectivement dans l'interview qu'il nous a accordée, celle-ci, exactement. Il ne considère pas qu'il est, et je pense qu'il a raison d'ailleurs, qu'il est obligé de réinventer le médium à chaque fois qu'il fait un film. Très bien, mais moi, un des trucs que j'ai aimé dans chacun de ses films, et pas seulement Avatar, mais dans quasiment tous les films qu'il a fait, c'est que chaque film était une espèce de sommet à l'instant T, de sommet du cinéma. On a l'impression là, avec Avatar 3 de Feu et de Cendres, qu'il réutilise ce qu'il a fait très bien dans le 2, mais sans l'emmener à des niveaux de génie auxquels il nous avait habitués. Ce qui fait que bon, on regarde effectivement cette histoire qui me semble décalquée du deuxième, pardon. Ouais. C'est-à-dire effectivement l'opposition entre Quaritch et les Sully, en plus dans les mêmes endroits, avec le même final orchestré dans le même lieu. Donc il le fait sans apporter quoi que ce soit sur le plan technologique. Il reste des moments de cinéma complètement fous. Le début, la première attaque quand ils prennent leur petit ballon porté par des animaux bizarres. Mais franchement, c'est pas à la hauteur de ce qu'on a vu en 2009 et en 2022, quoi. Et puis c'est pas tant la répétition. Pour ce que tu disais, Edouard, qui pose problème. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que James Cameron, c'est plus un découvreur de monde, plus que de forme. Parce qu'en vrai, effectivement, il y a toute la technologie, mais il appartient quand même au cinéma classique. Et c'est un peu Pandora, c'est le Monument de Vallée de John Ford. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'avec les films de John Ford, on a l'impression que John Wayne et les autres redécouvrent en permanence cet espace, alors que c'est le même. Or là, c'est pas du tout l'effet que ça fait. Ça fait au contraire un espace qui est déjà là. Et qu'est-ce que je fais de cet espace ? Eh ben, je sais pas bien. Et moi, je voyais en fait des personnages de jeux vidéo bloqués, trouvant l'espace, la petite porte de sortie pour passer au niveau supérieur, le pixel, et ne la trouvant pas. Voilà. Je note, jeux vidéo. Mais oui, mais bien sûr, non, mais tu dois. L'ennui pour moi n'est pas forcément négatif. On peut s'épanouir dans l'ennui. Bravo, bien joué. Vous avez 4 heures. Je voulais élargir moi cette notion de spectacle, parce que quand même, c'est vrai que quand on pense d'abord Avatar, on pense spectacle. En leur répondant, mais toi, est-ce qu'il y a cette dimension-là ? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui ont aimé ça dans le 1 et le 2 en auront pour leur argent quand ils iront voir le 3 ? Dans ce spectacle-là, là, 3D. On va s'asseoir dans une salle IMAX pendant 3h17 avec les petites lunettes 3D qui vont bien, si possible, un fauteuil confortable. On en prend plein les yeux. 3500 plans VFX. Je crois qu'il y a 40% du film qui a été tourné en HFR, en high frame rate. Donc visuellement, c'est indétrônable. James Cameron se bat contre lui-même. On a vu le cinéma de super-héros, notamment de Marvel, qui a eu tendance à décliner au niveau des effets spéciaux ces dernières années. Donc oui, peut-être qu'il manque de concurrence pour se surpasser. Il n'a pas besoin de réinventer le médium parce qu'il se bat tout seul. Il est seul à sa table, James Cameron. Oui, mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Comme chacun a ses d'accord. Je le note aussi, c'est ma deuxième. Cela dit, juste pour quand même pas... Je suis d'accord avec ce que vient de dire Edouard, c'est-à-dire qu'il est tout seul tout là-haut, ça c'est évident. Et bon, alors je parle pour moi et pas pour Thomas, mais même si effectivement j'ai beaucoup de réserves, je trouve que c'est un degré de j'allais dire pyrotechnie, mais un degré de spectacle et un degré de maîtrise du cinéma qui à Hollywood reste très rare. Il n'empêche que moi, j'ai quand même la sensation que son récit bégaye, que son spectaculaire en fait commence à se ternir un peu parce qu'il doit passer à autre chose. Et puis d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, c'est pas un 2 puis un 3 qu'il fait. C'était un film, un seul et même film, qu'il a découpé en 2 et puis qu'il a découpé, à mon sens, de manière pas forcément toujours heureuse. Et la technologie, c'est un peu, je dirais pas que de la poudre aux yeux, parce que c'est de la poudre aux yeux si elle ne s'accompagne
s'accompagne pas aussi d'inventivité ailleurs. Or là, on se contente effectivement d'une chose, et on peut s'en contenter, c'est absolument dingue quand même en vrai, cette saga Avatar, c'est-à-dire le monde qu'il crée. Parfois, on s'ennuie certes, et puis d'un coup, on se dit, putain, c'est incroyable ces trucs. Et surtout, on dit, sur scénario marqué, il y a une baleine, ou à peu près, qui parle aux hommes, on se dit, sur scénario, c'est ridicule. Et ça devient touchant. Moi, dans le 2, j'étais très touché, là, on les revoit, c'est très bien. C'est juste qu'il y a un moment donné, la technologie est là, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais que Cameron aussi se réinvente et invente d'autres choses, mais que ce soit dans l'écriture des personnages, dans le scénario, même dans sa façon de voir le cinéma. Quand je disais qu'il était un cinéaste classique, je reste persuadé que c'est un cinéaste classique et que, effectivement, ce qui l'amuse, et tant mieux, c'est la technologie, il le manie ça très bien, mais pour moi, dans celui-là, en tout cas, elle ne s'accompagne pas de révolution autre que celle-là, et je trouve ça, du coup, un peu dommage. La Défense, qu'avez-vous à dire? Moi, je trouve qu'il le dit. On nous a présenté le film avec une vidéo de Cameron qui disait justement qu'il était contre l'IA et qu'aucun plan de ce film n'a été tourné avec l'IA. Donc en fait, pour moi, Cameron, c'est un peu devenu le gardien de ce monde, de cette technologie dont il a été l'inventeur et dont maintenant il est le gardien. Et donc, il est un peu réactionnaire dans ce sens-là, mais parce qu'il est replié sur ce trésor qu'il essaye de préserver, en fait. Maintenant, il est un peu en mode on préserve une espèce en danger, quoi. Donc pour moi... C'est un avis. Oui, exactement. Pour moi, c'est une espèce de Navi et pour moi, il était obligé de rester fermé sur lui-même et pas forcément s'ouvrir pour peut-être plus tard trouver une alternative à l'IA qui aurait été... qui serait spectaculaire, plus spectaculaire que ce qu'il a fait maintenant. Mais pour moi, ça ne me dérange pas qu'aujourd'hui, il reste sur ce qu'il a fait dans le 2 parce que c'est suffisant. Oui. Allez. Juste sur ça, parce que je trouve ça intéressant. Et là, il n'est plus de question ni pour ni contre. Bien au contraire, ouais. Je le note aussi, 3 notes, c'est noté. Un hommage. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi des films, et on en a parlé plusieurs fois à la rédaction, c'est aussi des films qui sont tellement lourds, tellement chers, tellement fous en fait, qu'il y a un moment donné où je pense que, juste d'un point de vue économique, en dehors de tout idéalisme ou idéologie d'artisanat ou que sais-je, il y a un moment où en fait il doit rentabiliser ses films et cette rentabilité passe sans doute par faire, effectivement, 2 films qu'il va faire à 2 milliards ou à 1,5 milliard, 2 films qu'il va faire de manière folle, mais coup sur coup, pour pouvoir se permettre le luxe de faire le 4 qu'on attend tous avec impatience. Quoi. Mais sur ça, sur la fabrication, c'est-à-dire que quand on dit spectaculaire, les autres qui font ça, c'est les Marvel, par exemple. Et moi, j'ai l'impression que plus ça va, moins c'est spectaculaire parce qu'on a l'habitude. Est-ce que tu vois quand même une différence, j'imagine, voilà, dans la... Pour rejoindre ce que disait Chloé, donc le message d'intro qui a été diffusé avant la deuxième projection presse, on voit James Cameron donc raconter que tout est fait main, quelque part, c'est fait maison, comme on dit dans les restaurants. Je pense que ça doit provenir des images qui ont été tournées pour le documentaire sur la création d'Avatar 2 et 3 qui est sur Disney+, et que je recommande vivement. Quand on a vu ce documentaire, je pense qu'on apprécie encore mieux les films. On se rend compte vraiment de l'artisanat qu'il y a derrière la technologie. C'est ça qui est vraiment intéressant. On ne modélise pas le visage d'un acteur pour ensuite lui faire n'importe quoi. Non, les acteurs sont sur le plateau, ils sont dans l'eau, ils se déplacent. Et avec la motion capture, on leur crée leur visage de Navi à partir de ce qu'ils ont joué. Ils jouent vraiment, c'est comme du théâtre. Ils sont sur un plateau un peu nu, et après la technologie vient habiller tout ça. On est très loin du côté déshumanisé qu'on peut avoir, par exemple dans le dernier Captain America, quand Harrison Ford se bat en Hulk rouge. Voilà, on sait très bien qu'Harrison Ford, il s'est fait numériser la tête, et puis après il est allé dans sa roulotte. Et c'est pas lui qui déambulait sur le plateau pour se battre contre le faucon. J'ai envie de dire presque. Et alors, c'est-à-dire que finalement, c'est un film. Non, mais c'est un film dont Edouard, tu dis que en fait, il faut voir un making of pour apprécier le résultat. C'est-à-dire qu'à la limite,
un bon documentaire sur comment Cameron réalise son film, et entendons-nous bien, je me fais l'avocat du diable, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé le film globalement très impressionnant aussi sur le très opératique, parce que c'est comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on attend le grand final a lieu, mais on l'a déjà vu, par et ailleurs. puis aussi, je trouve c'est quand même, et puis je reviens un peu sur cette Non, là mais pour conclure, bien sûr. c'est que je trouve ça quand même assez sentencieux, cette manière de nous dire, attention, le bien c'est comme ça, le mal c'est comme ça, ouais. je trouve ça assez sentencieux, et surtout j'ai trouvé quand même que tout ça manque un peu d'humour. T'as quand même envie, Il y en a quand là. même, il y a une séquence assez drôle, on ne la dévoilera pas, où les deux personnages masculins autour du Rasta blanc qu'il faut sauver. Rasta blanc. Et là, Jacques, Comme on l'appelle à la rédaction. voilà, et donc il y a une séquence plutôt drôle où d'un coup les deux héros, il y a une espèce comme ça d'homoparentalité, ils se rendent compte de ça qui est plutôt amusante. Pour le coup, j'ai pas trouvé ça très très drôle, c'est quand même. Non, mais là, il y a c'est triste à protestation. mourir. Est-ce que c'est ce qui est un d'humour ou pas? C'est très sentencieux ou pas? Moi, je trouve pas ça très sentencieux. Après, il n'y a pas d'humour en mode on glisse sur une peau de banane. C'est pas chagardé. Ça, c'est l'humour de Thomas. Ça, c'est l'humour de Thomas. Ah oui, peut-être. C'est mon côté Buster bah, Keaton. pardon, je pensais que c'était- C'est mon côté Keatonien. Excusez-nous. Mais non, moi je trouve qu'il y a des petits accidents de vie justement qu'on nous montre et qu'on nous laisse le temps justement, on explore, on s'immerge dans un monde, dans une histoire. Du coup, on nous laisse le temps avec des petits accidents de vie, des petits moments où l'humour naît un peu naturellement. Accident de scénario aussi, hein, parce que quand même, il y a bon, deux ou trois trucs où tu te dis bien sûr. qu'est-ce qui s'est... Bien sûr. Un peu d'impro. Tout est maîtrisé. En 3h20, Tout est maîtrisé. il y a des résolutions dont je ne dévoilerai rien, mais qui se font comme ça en un tournement, alors qu'on sent qu'il y a 3 heures pour nous dire attention, il faut faire attention, et là, il y a une petite pirouette scénaristique et hop, le plan d'après, tout ça c'est réglé. Je me dis qu'en termes de scénario, quand même, c'est... parle d'élite. Peut-être que l'IA a servi à l'écriture de scénario. Voilà Ah, l'histoire. quelle honte, quelle indignité. Voilà. Je voudrais faire une dernière ligne droite consacrée à une possibilité de vision aussi du film, un angle qui est là. Est-ce que c'est un film féministe? Alors, en plus d'avoir interviewé James Cameron dans ce magnifique journal, tu as rencontré Zoé Saldana lors de sa venue à Paris. Zoé Saldana et Oona Voilà. Chaplin. On va écouter un excellent entretien, mais raconte. Non, c'était intéressant parce que Oona Chaplin s'est un tout petit peu braqué quand j'ai parlé de féminisme. Je pense que c'est aussi par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et à la politisation de tous les films. Voilà, donc je pense que c'est des mots qu'il faut utiliser avec précaution. C'est de la kryptonite maintenant. Et effectivement, elle s'est braquée, mais après, effectivement, Zoé Saldana m'a donné sa vision très ouverte, on va dire, très ouverte sur le féminisme de James Cameron. On l'écoute et puis on commente. In that, I would say yes, the film is incredibly feminine. It's dealing with matters of the heart. And at the essence, when it comes to man and wife and animal, man and woman and animal, whether female or male, like our anima is a woman. So and not to mention that you know, in this installment of Avatar, Fire and Ash, the female cast outnumbers the male cast. Yeah. So once again, Jim is a man of his word, and he surrounds himself by what he feels is powerful and what he feels is worth, you know, having a conversation about. And I don't think that Jim aims to be political. Chloé, toi, est-ce que tu le vois aussi comme un film féministe et donc politique? Est-ce que cette dimension-là existe dans le plaisir que tu as pu prendre à voir le film? Moi, j'ai pas vu le film comme un film féministe. Je l'ai vu comme un film politique, éminemment politique, parce que pour moi, on peut pas faire un film comme Avatar 3 qui continue dans la lignée du premier et du deuxième à raconter, en fait, pour moi, le colonialisme américain et cette façon que les colons ont eu d'armer les natifs pour qu'ils s'entretuent entre eux et pour, comme ça, gagner du territoire. On ne peut pas sortir un film comme ça dans l'Amérique de Trump où les migrants sont traqués alors que c'est un pays qui s'est créé sur les mouvements migratoires sans en faire quelque chose de politique. Pour moi, il est politique de cette façon. Est-ce que le renvers, c'est une vraie question, c'est-à-dire que moi je suis d'accord avec Chloé, je pense que j'allais dire les films de Cameron, je ne sais pas si les films de Cameron en règle générale sont politiques, en tout cas la trilogie Avatar l'est de fait,
parce qu'elle raconte, et puis il s'en est jamais caché. On sait aussi que des mouvements, je sais pas, au hasard, palestiniens, des ambassadeurs des mouvements palestiniens en 2009 se déguisaient en navires pour protester contre le colonialisme d'Israël. Donc c'est vrai, et il y a un impact quand on fait 2 ou 3 milliards d'entrées dans le monde. Il y a forcément un impact culturel et politique évident. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que dans celui-là, et je voudrais rien spoiler, mais la trajectoire de Quaritch, elle interroge sur le plan politique. C'est-à-dire que il y a des choses qui, et sur le féminisme justement, c'est pour ça que je posais la question aux 2 actrices, et sur le plan politique, me paraissent finalement beaucoup moins engagées que les 2 précédents. C'est l'impression que j'ai eue, moi. Maintenant, peut-être que je suis le seul à avoir ressenti ça comme ça, mais... Moi, je pense que c'est des films... Enfin, la question de film politique... Quand on dit film politique, on dit souvent c'est le propos qui est censé avoir dans les films. En fait, moi je pense qu'un film politique, il se situe surtout dans sa forme, surtout dans sa manière, surtout dans sa manière dont les choses sont pensées et comment les choses nous sont montrées. Encore une fois, moi j'ai dit, je trouve que c'est un film extrêmement classique, qu'effectivement James Cameron soit un humaniste et prêche pour des paroisses très positives, c'est très très bien, que les méchants sont très méchants et que les gentils sont très gentils. Je trouve que le monde est plus binaire que ça. Je pense qu'effectivement, quelque chose politique dans le scénario aurait été de montrer plus de complexité à travers les personnages. Or là, je ne l'ai pas vu. Et pour cette question de féministe, pendant le film, je me posais justement la question de la place des femmes dans ce film. Et moi, je trouve, alors c'est marrant, en écoutant Zoé Saldana parler beaucoup de la famille, en tout cas de garant de la famille, je trouve qu'au contraire, je trouve ça hyper réac, c'est-à-dire qu'on voit que les femmes dans ce film-là sont les garantes de la sauvegarde de la famille, et les hommes, en gros, vont au combat. Alors bien sûr, il y a des exceptions, parce que forcément, mais en gros, c'est quand même le schéma qu'on veut nous montrer. Donc moi, je trouve que le côté politique... Évidemment, c'est-à-dire qu'on sait, il est écolo, on sait, il est contre la guerre, il est contre tout ça. Je veux dire, ça reste quand même un objet, un blockbuster qui doit rentabiliser les choses. Je veux dire, je ne trouve pas politique dans sa forme, en tout cas. La parole est à la défense. Alors, moi, je trouve que le film est moins manichéen que Thomas le décrit. Déjà, on a des navis qui, eux, ont aussi un rôle de méchants, le peuple des cendres, qui ne sont pas très écolos, au contraire, ils veulent foutre le feu partout. Ils ont renié Ewa, la déesse. Oui, mais encore une fois, c'est très binaire. Danser sur les cendres. Le méchant est très méchant. C'est-à-dire que, très bien, j'ai compris qu'en plus, ils mettent le feu pour le partout. coup, qui est une femme, une matriarche qui mène son clan au combat. Donc, je crois qu'elle est assez forte en tant que personnage féminin. Du côté des humains aussi, on voit que c'est un peu gris. Tout le monde n'est pas... là pour piller sans vergogne le Pandora. Il y a aussi des humains qui peuvent basculer, qui peuvent changer de camp. Ouais. Voilà, et après, plus globalement, le message politique du film, c'est vrai qu'il est intrinsèque. Enfin, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Et ce qui est fort, c'est que, comme ça a été dit dans l'interview, c'est pas forcément martelé. On ne dit pas au public, vous allez voir un film politique. Et voilà, il y a 2 milliards de dollars de box-office. Pour un film, on voit des humains se faire zigouiller par des navires, et on applaudit, on trouve ça génial. Donc ça, c'est assez fort en termes de cheval de Troie de la part de James Cameron. Les gens ne se rendent pas compte peut-être du message qui est porté par le film, et ils trouvent ça super. Voilà. La guerre, c'est mal, mais on la met en scène pour faire jouir le spectateur. Bon, on n'arrive pas à ce bout, mais tu as... Non, oui, juste un truc, je sors un tout petit peu du cadre politique, parce que je trouve que Thomas a mis le doigt sur un truc qui m'avait embêté dans le deuxième, dans Le Peuple de l'eau, enfin dans... La Voix de l'eau. La Voix de l'eau, merci, Avatar, La Voix de l'eau, et que j'ai retrouvé vraiment de manière encore plus prononcée dans celui-là, c'est l'anthropomorphisation des navis. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait, ils ressemblent à des humains, quoi. Et tu disais, il y a papa qui part faire la guerre et maman qui s'occupe des marmots. Je trouve que c'est même pire que ça, c'est-à-dire que le début, quand les deux frères font un check give me 4 parce qu'ils ont que 4 doigts, tu regardes le truc, tu fais ouais, humour, c'est ça, ouais, déception encore plutôt, mais je trouve que ça, c'est-à-dire caler en fait
des présupposés humains sur les navis. Je trouve que c'est un manque d'imagination, un manque de richesse, un manque d'éclatement des structures que l'ASF Pandora permettait, qui me paraissent complètement fous, quoi, et qui, d'une certaine manière, appuient presque un côté presque un peu réac en fait de l'imaginaire camerounien. Je ne peux pas laisser le dernier mot sur ça. Je veux que la défense réponde, quoi. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas dans Premier Contact de Denis Villeneuve, c'est ça. Où on nous montre effectivement des extraterrestres qui communiquent d'une autre façon, qui n'ont rien de commun avec nous. Bon, après là, c'est vrai que quand on fait un film de cette ampleur, avec un tel budget, est-ce qu'on peut à la fois avoir une proposition aussi ambitieuse en termes de scénario, d'imagination ? Je pense que la réponse est non, et James Cameron, il est réaliste, il sait que pour pouvoir donner vie à cet univers de manière économique, il y a des contraintes, et voilà, c'est peut-être un peu simpliste de nous montrer des navis un peu anthropomorphistes, je te l'accorde Gaël, mais c'est peut-être le prix à payer pour offrir ce spectacle. Mais alors, du coup, ça soulève une question. Est-ce que James Cameron, il est un peu prisonnier de son propre univers ? C'est-à-dire que moi, très honnêtement, qui suis assez fan de James Cameron, j'aimerais le voir ailleurs que sur Pandora. Est-ce qu'on peut imaginer quand même, moi c'est le sentiment que j'ai eu en voyant ce film, avec une espèce de surplace, et on parlait de découverte de monde qui n'opère pas. Je me demandais, est-ce que, à votre avis, James Cameron, il est prisonnier de son propre univers ? Il doit faire Ghost of Hiroshima, hein. C'est bien ça. Écoutez, James Cameron, il vient de filmer Billie Eilish. C'est vrai. Je préfère qu'il reste sur Pandora. Mais pour moi, c'est pas une prison, c'est un choix. Il est là, il développe cet univers-là, c'est un choix. C'est pas ah là, je suis coincé. Pour moi, il est en train, il a mis en place une métaphore dans le premier, il est en train de la filer, c'est tout. Vivement qu'il envoie ses navis sur Terre, parce que c'était ça le pitch du 4, non ? Mais attends, il va pas nous faire un coup. C'est Thomas qui va être mal. Il va pas nous faire un coup à la planète des singes, tout d'un coup il m'envoie la statue de la liberté. Oh my god, en fait on était sur Terre. C'est ça. Comme on dit à Hollywood, ne pariez jamais contre James Cameron. Et je pense que si le 4 se fait, certains vont manger leur chapeau. Bon, okay. On n'aura pas meilleure conclusion. Merci Chloé, merci Édouard, merci Thomas, merci Gaël. Merci Thierry. Le nouveau Avatar, le 3e volet, est en salle le 17 décembre. Alors faut-il envoyer le GIGN pour libérer James Cameron de Pandora, ou faut-il qu'il y reste et lui payer quelques nuitées en plus ? Ça sera à vous de le dire en salle. Est-ce qu'il va aussi sauver les entrées en salle ? Réponse le 17 décembre.